Alors là, du coup, très rapidement, je vous présente le travail qui a été fait dans le cadre de l'action 1. Du coup, c'était sur le cadre évaluation, formation des valeurs et la sous-action 1.2, capitaliser et rendre accessibles les connaissances existantes. Comme tout à l'heure, j'ai repris ce qui avait été écrit au début dans le projet. Le travail, il va se situer à ce niveau-là, là, juste identifier les connaissances utiles. Alors, même c'est pas les, c'est des, en vrai. Bon, voilà, en fait, je vais vous présenter un peu les livrables qu'il y a, les contenus qu'il y a dedans, et on va faire comme ça. Donc, il y a un travail qui a été mené sur la sélection paysanne du maïs, sur la tolérance à la sécheresse. Donc, on a accompagné en projet tutoré un groupe d'étudiants de VET-AgroSup qui ont fait du coup une revue bibliographique. Donc sur justement identifier des traits phénotypiques pour pouvoir sélectionner sur la tolérance à la sécheresse. Donc ils ont mené toute une réflexion sur qu'est-ce que c'était que la tolérance à la sécheresse, comment est-ce qu'on peut le regarder, comment est-ce qu'on peut l'évaluer, et des propositions de critères de sélection pour le faire. Et en annexe, donc c'est un rapport bibliographique, donc c'est pas vulgarisé, ça s'adresse plutôt à des ingénieurs en fait. Mais à la fin de leur travail, on leur demandait un peu de synthétiser et d'imaginer un poster. Donc là, il est tout petit, je ne vous présente pas le poster, mais à la fin du doc, voilà, ils ont fait une proposition de poster de critères de sélection et d'étapes au moment de la culture de maïs où on pourrait potentiellement intervenir pour essayer de travailler sur des critères intéressants pour la tolérance à la sécheresse. Et ce travail, en fait, il a été repris par Adrien Hamé, qui a été stagiaire chez nous en 2020. Et il a pris l'ensemble des connaissances qui étaient mobilisées dans ce rapport, et il en a fait une fiche technique, un petit article de vulgarisation, là du coup plutôt à destination animateurs et paysans, sur comment concrètement des propositions pour sélectionner la sécheresse. Et franchement, je vous invite vraiment à cette lecture. Nous, elle a beaucoup plu, en tout cas en local. Les paysans, ça leur a parlé, quoi. Ça ouvre un champ de possibilités qui est immense. C'est-à-dire que là, on repart sur 10 ans de recherche, quoi. Donc ensuite, le travail que je vous ai présenté tout à l'heure sur les effets maternels. Donc là, c'était un stagiaire de l'université de La Rochelle. Donc ce livrable, il est en covalence aussi. Alors c'est du coup aussi une revue bibliographique, donc c'est assez difficile à lire et peu digeste. Le travail d'aller piocher les informations opérationnelles pour les collectifs n'a pas été fait sur ce truc-là. Globalement, les enseignements, je vous ai dit tout à l'heure, et on va retenir vraiment celle-ci. En gros, une belle graine, donc à définir ce que c'est qu'une belle graine, ça fait une belle plante. C'est extrêmement simplement dit, et ensuite, il y a du coup un troisième travail que j'ai amorcé sur en fait, la génétique des populations et la génétique quantitative. En fait, un peu un travail d'expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que tout ce domaine de connaissances là. Parce qu'en fait, dans le début de Covalent, ça a un peu cette idée de boîte à outils. Et en fait, moi, j'aime pas trop le côté boîte à outils, genre ABAC. On trouve pas mal ça un peu dans les trucs techniques et tout, les ABAC. Les tableaux à double entier, je veux ça, tac, ça fait tant et tout. Moi, j'aime pas trop ces trucs-là, en fait. J'aime bien quand les acteurs peuvent maîtriser le pourquoi on leur préconise ça, quoi. Plutôt mettre la connaissance en background, quoi, de pourquoi est-ce qu'on dit que ça c'est bien, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Dans l'idée, d'une autonomie, en fait, un peu mentale, une autonomie de pensée, quoi. Là, j'ai trouvé, hier soir, j'y réfléchissais pour vous présenter une espèce d'allégorie sur justement l'alimentation des animaux. On peut par exemple construire
un savoir sur l'alimentation du bétail en disant bah voilà, j'ai essayé de donner ça, ça m'a donné ça. Donc ça c'est de l'empirisme. Peut y avoir justement le technicien qui vous dit fais ça, ça va faire ça. Et peut y avoir aussi l'approche les huiles effets, les PDN, les machins, tout ça, l'approche indicateur. Et donc là, l'idée c'est d'avoir encore une autre approche qui est en fait l'approche de dire bah tiens, un rumen, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Les bactéries, de quoi elles ont besoin? Comment est-ce qu'on nourrit une bactérie? Comment est-ce qu'elle va réagir si on met trop d'amidon, si on met trop d'azote? Qu'est-ce que va la lignine par exemple? Bah, du coup, qu'est-ce que ça va faire dans un rumen? Donc comprendre plus les mécanismes qui va permettre d'un peu d'être plus, je sais pas comment dire, plus libre. On va dire tiens, si je donne à manger à mes vaches, j'en sais rien, je vais dire un truc débile, des branches de chêne, alors du BRF, voilà, un truc vraiment, du BRF. Bon je sais qu'en fait la lignine, parce que je sais qu'en fait le bois c'est de la lignine, et je sais que les bactéries ne mangent pas la lignine. Bon c'est plié en fait. J'ai même pas besoin d'essayer de leur donner quoi. Bon, c'est un peu dans cette philosophie-là. Expliquer les mécanismes sous-jacents pour en fait donner la liberté de bon j'ai des idées d'à peu près comment ça fonctionne. Si j'essaye ça, ça peut me permettre de formuler des hypothèses sur ce que je vais obtenir. Donc public cible de ces fiches, bon j'ai mis les curieux, mais en vrai du coup surtout les animateurs, je pense que ça se destine plutôt aux animateurs, aux stagiaires, presque aux stagiaires dans les collectifs, qui ont un peu ce temps de prise de recul, parce qu'en fait dans le métier d'animateur on n'a vraiment pas le temps de prendre du recul. Souvent les stagiaires en fait qui vont faire un peu de biblio, qui vont bouquiner et qui vont apporter en fait le résultat de leur réflexion. En fait c'est presque à eux que s'adresse ce machin quoi. Et à leur prof, exactement, et à leur prof, à l'enseignement, à la formation, tout ça. Et du coup sur les prérequis, en vrai c'est quand même, il y a un peu de notion de biologie dans tout ça, et je pense qu'il y a un peu niveau bac S ou BTS, bac S quoi. Du coup, je vous présenterai rapidement les chapitres qui sont déjà rédigés, ce qu'il y a dedans. Voilà, on va faire ça, et puis après ce sera terminé. Du coup, dans le chapitre 1, l'idée c'était de dire, le génotype, ce qu'on observe, qu'est-ce que c'est? Et puis le génotype, ce qu'on a à l'intérieur de l'ADN, qu'est-ce que c'est? Et en fait, comment l'ADN va se... Quel est le lien en fait entre l'ADN, un tout petit truc tout petit dans toutes nos cellules, et à quoi on ressemble? Voilà, comment ça fonctionne tout ça. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et puis aussi, pourquoi en fait, des fois c'est l'ADN qui fait qu'on ressemble à ça, et puis pourquoi c'est des fois l'environnement qui fait qu'on ressemble à ça. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est cette fois-ci, maintenant qu'on a compris l'ADN, ce que c'est et quel est son rôle dans le phénotype, c'est comment cet ADN il va se transmettre des parents aux enfants. Donc, à la fois d'un point de vue biologique, en fait, comment ça se fait la reproduction chez le maïs, les fleurs mâles, les fleurs femelles, comment ça féconde, tout ça. Et puis, et après, d'un point de vue brassage génétique. Qu'est-ce qui est transmis vraiment, en fait, entre les parents et les enfants? Et là, j'ai mis la notion d'aléatoire prédictible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une part d'aléatoire, mais qu'il y a aussi une part de prédictible. Quelle est la part de l'aléatoire? Et en fait, on est presque dans l'aléatoire, en fait, suit des lois. C'est pour ça que j'appelle ça l'aléatoire prédictible. Le chapitre 3, on change d'échelle, on n'est plus sur des individus, genre si je croise telle plante avec telle plante, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, on prend une échelle, on est sur la population. Et là, on introduit la notion de structure allélique. En fait, la notion de structure allélique, c'est la notion de diversité génétique. C'est un peu la même chose, quoi. Et en fait, toutes les évolutions d'une population, toutes les évolutions génétiques d'une population, en fait, ça va être des évolutions des structures alléliques. Et l'idée, c'est de comprendre, qu'est-ce qui va faire bouger la structure allélique et comment les structures alléliques bougent tout simplement. Et aussi le lien entre la structure allélique, donc en gros la diversité génétique, et la diversité phénotypique. Donc en gros la diversité des gènes et puis la diversité des formes dans une population. L'animation peut du coup, le chapitre 4, on s'attarde à juste un effet, mais qui est assez évoqué dans les collectifs, qui est la dérive génétique. En fait, on va questionner le phénomène de perte de biodiversité sous l'unique effet du hasard. C'est ça, en fait, la dérive génétique.
Et du coup, de comprendre les mécanismes et de voir comment en sélection paysanne et en multiplication paysanne et globalement en conservation de la biodiversité, finalement, que ce soit pour une population d'oiseaux ou pour des variétés de maïs, en fait, c'est le même raisonnement. Comment est-ce qu'on peut se prémunir, en fait, de cette tendance, parce que c'est une tendance naturelle, à la perte de biodiversité. Globalement, ça passe par le nombre minimum d'individus à sélectionner, que vous connaissez. Et le chapitre 5, ça va être sur la sélection naturelle des plantes cultivées. Voilà, un chapitre consacré à cette question. Le chapitre 6, on rentre, donc qui est en cours de rédaction. Là, j'ai pas tout fini, hein, il y a encore pas mal de corrections à mettre. Le chapitre 6, c'est une introduction à la génétique quantitative. Voilà, l'équation du sélectionneur que je vous ai présentée tout à l'heure, mais en présentant plus d'aspects, en reliant cette équation finalement à toutes les questions justement de structure allélique, tout ça. Et après, voilà, c'est un peu plus des projets de chapitres. Ça se trouve, ce ne sera pas du tout ça. Mais, parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Donc ce serait, une fois qu'on a compris tout ça, des propositions pour travailler sur le différentiel de sélection, propositions pour travailler sur l'héritabilité des caractères, parce qu'en fait on peut. Et puis après, ce serait l'idée d'aller vraiment un peu plus vraiment sur un outil presque d'animation et réflexive. Bon, maintenant que j'ai toutes ces connaissances, comment construire un programme de sélection massale. C'est cette idée-là. Et je pense que si on arrive à aller au bout de ce projet de rédaction, ce sera bien.